effectivement vu quelque chose d'assez hallucinant. Le patron nous dit, bah tiens, il discutait avec un élève dans une salle de réunion. Pendant 2 minutes, il sort de la salle, un peu en tremblant, et il dit, bon, venez voir tous. On avait un élève qui gagnait 600-800 € par jour. Puis un jour, il perd 500 ou 700. Il nous avait montré que le courtier qui a fermé ne lui avait pas mis de limite. Dès qu'il se mettait, le carnet bougeait dans tous les sens. Ah, il y a un gros acheteur, les vendeurs s'en vont, les acheteurs se mettent devant. Ce jour-là, donc, il prend sa perte, il rentre chez lui. Et il veut se refaire. Et il commence à envoyer des lots. Et sur l'Eurostox, il achète 10 lots, 20 lots, 50 lots, 100 lots, 200 lots. Donc son compte, sur lequel il y avait 20 000 €, il se retrouve à moins 50 000, moins 100 000, à moins 500 000. Moins 500 000, propriétaire de sa maison, voilà, il a tout perdu. Il veut pas lâcher. Et il achète de plus en plus l'Eurostox. Et il se retrouve avec 30 000 lots. 30 000 lots Eurostox. Il se retrouve avec moins 2 millions d'euros sur son compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le S&P 500. Et il achète 43 ou 45 000 lots. Ça fait 3 ou 4 milliards d'engagements sur le marché. Et il achète tellement que le marché se retourne. Et il se retrouve à... Salut Nico, bienvenue sur Self Invest Talk. On va parler aujourd'hui de pas mal de choses, surtout toi, ta vie, ton œuvre. Tu me disais d'ailleurs en antenne, enfin plutôt il y a quelques jours, que tu avais commencé à trader à 15 ans. C'est ça? Exactement. Salut Raphaël, merci de me recevoir, c'est sympa. Oui. On va parler de ma vie, mon œuvre, ça va être un peu rapide, on verra. Ouais. Mais oui, j'ai commencé jeune parce que j'ai toujours été passionné et j'ai la chance de travailler dans un métier qui me passionne. Donc attends, ça, mais chouette. À 15 ans, qu'est-ce que... Alors c'était des actions, parce qu'à l'époque, trading n'existait pas, on avait encore le Minitel, Internet, ça n'existait pas comme ça. Je me souviens, mon père, il avait un ordinateur avec des disquettes qui avaient une taille énorme comme ça, et voilà, ça marchait pas très très vite. Mais les pages saumon du Figaro, en fait, tu regardais, et tu avais les cotations, et tu avais le hors-marché, ou un peu marché libre, et en fait, dans ce hors-marché, il y avait des petites actions qui avaient... Des capacités assez importantes, et je me souviens d'une qui s'appelait Olivetti, je sais pas si elle existe encore. Ça, c'était ta première C'était mon premier investissement. Olivetti, en fait, c'était de l'informatique, donc c'était les premiers en informatique, une boîte italienne, et je me souviens, j'avais acheté je crois pour 1000 francs, et puis j'avais laissé comme ça, je regardais un peu de temps en temps, et puis je crois qu'au bout de 3 mois ou 6 mois, je regarde, et j'avais fait x10. Ah ouais. Donc je me retrouve avec 10 000. C'est génial. Du coup, j'ai pas bougé, et en fait, elle est redescendue à 1. Mais voilà, j'ai eu le petit frisson de la bourse, et puis en fait, j'aimais bien l'économie. Première expérience qui t'a bien piqué, quoi, à la bourse. Ouais, ça j'ai bien aimé. Après, j'ai fait Euro Disney et Eurostar, et donc ça, c'est les fameux dossiers. Je sais pas si tu te souviens, il y avait pas mal de groupes de défense de ces actions-là, parce que voilà, elles n'ont pas été très florissantes. Mais ouais, c'était les débuts en bourse, parce que voilà, tu vois des chiffres, et puis en fait, j'allais dire en faisant presque rien, c'est pas forcément presque rien, mais tu achètes des actions, tu participes à quelque chose, et à l'essor de cette société, puis en sélectionnant les actions, tu trouvais des choses assez sympathiques où tu faisais monter ton patrimoine. Et donc ça, tu avais à peu près 15 ans, enfin on va dire tu étais adolescent, adulte, et tu as continué comme ça sans t'arrêter, ou tu as fait genre pendant 10 ans, tu n'as rien fait? Ah non, c'est devenu une passion. À 18 ans, je me suis acheté mon premier ordinateur. 19 ans, je commence à habiter tout seul. Et puis, voilà, ma mère me met dans un petit appart, tranquille. Je m'achète un ordinateur. Le premier geste d'Internet. Donc, on avait le tit pour la connexion. Donc, j'avais déjà, ça devait être en 99 peut-être, parce qu'il y avait déjà Boursorama qui commençait à arriver. Et c'est vrai que j'avais peut-être 23 ans, un peu dans ces eaux-là. Et en fait, j'ai toujours aimé le commerce. J'ai fait des études de commerce international aussi, parce que ça m'a beaucoup aidé. Puis aujourd'hui, ça me passionne, tout ce qui est macro, etc. Et donc, j'ai acheté un ordinateur. J'ai commencé à faire de la bourse comme ça en ligne, avec des portefeuilles virtuels. J'ai appris plein de choses là-dessus. Et ça m'a toujours passionné. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot, parce que je suis arrivé en 2000. Et en 2000, c'était tu sais, dans la vie, il y a des moments où les entreprises cherchent plein de personnes, et puis il y a des moments où c'est un peu plus difficile, quoi. Il y a des récessions et puis des expansions. Et je suis arrivé dans une belle période d'expansion. 2000, c'est avant la crise Internet. Ils cherchaient plein de gens partout. J'ai pas fait d'études extraordinaires, hein. Je sors pas
d'un Dauphine ou des choses comme ça. Hein. J'ai pas fait HEC ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'étais passionné par mon sujet. Et puis, je me fais recruter chez un courtier. Je commence comme ça. Et le courtier me pose des questions concrètes sur la bourse. C'était le passage du règlement mensuel au SRD, système de règlement différé. Et donc, le RM au SRD, c'était en 2000. Eh bien, il me dit, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je dis, bah, pour moi, ça change pas grand-chose. En fait, on a un levier 5, le SRD, pour expliquer un peu aux gens qui ont ça aujourd'hui. C'est que même sur la bourse classique, c'est-à-dire Euronext, on peut avoir un levier 5 sur des sociétés qui ont une certaine capitalisation. Et à partir d'une certaine capitalisation, bah, si j'ai 10 000 sur mon compte, je peux acheter jusqu'à 50 000 d'actions Orange, d'actions Total, etc. Faut gérer le levier, bien entendu, mais ce système-là existait déjà. Règlement mensuel, parce que tous les mois, il fallait faire un report de ces actions. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il faut faire un report. Ça, c'est peut-être plus toi qui me le diras. Non, je ne sais même pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait demander un report. On pouvait faire un report maximum et pas deux. Tu payais, etc. Donc voilà, c'était les produits de l'époque, quoi. Donc et puis comme ça, bah voilà, je suis parti dans cette voie-là. Mais j'ai toujours été passionné de ce marché-là, de tout ce qui se passait. Ça, ok, et donc tu as suivi un petit peu ce chemin petit à petit, tu as bossé pour pas mal de boîtes. J'ai vu que tu avais fait des boîtes connues, tu as bossé pour Boursorama, tu as bossé pour ABC Bourse, tu as même fait une filiale de Berkshire Hathaway. Alors en fait, Boursorama, j'ai commencé chez un courtier et juste avant en fait la crise, mon premier boulot chez ce courtier-là, ça avait été de travailler sur des produits structurés. Donc Berkshire Hathaway, c'est donc une filiale c'est Warren Buffett. Bon, c'est General, ça s'appelait General Ray. Et en fait, on faisait des produits structurés et l'idée, c'était d'offrir un produit où on avait un montant garanti en fonction de son investissement. Donc, j'ai investi sur, de mémoire, c'était l'Eurostoxx. Donc, si j'investis sur l'Eurostoxx, je ne peux pas perdre plus d'un certain montant. Donc, mon capital est à peu près garanti. Si l'Eurostoxx monte, j'ai un pourcentage de l'évolution, mais pas la totalité. Si l'Eurostoxx descend, jusqu'à moins 50%, par exemple, mon capital reste identique. Donc, ça permettait de garantir. Arrive la crise de mars 2001, crise Internet. Le produit est toujours là, fonctionne. Et puis septembre 2001, les tours jumelles. Là, General Ray, qui est un réassureur, se trouve aussi dans les tours, c'est-à-dire dans l'assurance des tours. Et donc, ils font un petit table rase de tout ce qui se passait. Ils retirent plein de produits, donc cette partie structurée s'est arrêtée. Et en fait, on venait de lancer le produit. Les premiers clients étaient plutôt très contents parce qu'en fait, à l'américaine, ils ont dit, écoutez, on est obligé d'arrêter ce produit structuré, on va vous donner 25% de plus-value. Donc les gens sont partis, en 6 mois, ils ont fait 25% de plus-value sur le capital déposé. Voilà. Donc c'était un heureux hasard pour eux. Voilà. Et puis après, j'ai travaillé sur la licence bancaire, notamment de Boursorama. J'ai travaillé chez eux sur tous les produits de bourse aussi. Je connais tous les produits de bourse, Suvaran, Turbo, les certificats, tout ce qui est produits dérivés en fait. Donc ça, c'était plutôt sympa. ABC Bourse, en fait, j'ai travaillé avec eux parce qu'en fait, ils sont devenus assez rapidement des amis et ça me prenait pas beaucoup de temps. C'est Rodolphe, c'est ça le fondateur? Rodolphe Vial, très sympa, et Pierre Babel. Deux garçons que je salue, que j'aime beaucoup, que j'ai essayé d'avoir en interview aussi parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Ils sont passionnés de la finance. C'est marrant parce qu'ABC Bourse, en fait, c'était 4 personnes, dont un qui habite à Toulouse et il avait créé Toulouse Stock Exchange. Donc c'était le nom de son site internet. Et puis en fait, ils se sont retrouvés à 4, chacun avait fait son site un peu dans son coin, et ils se sont dit, allez, on se rassemble, on est 4 et on va faire quelque chose de bien. Ça existe toujours, c'est la base, c'est vraiment la base des connaissances en finance. Et moi, j'en vois plein de gens sur ce site et je vous conseille d'aller voir ce site parce qu'il y a toute une partie d'apprentissage qui est très très bien faite, documentée avec des graphiques, des choses comme ça. Ce que je disais à Rodolphe d'ABC Bourse, donc l'actuel toujours fondateur, c'est que j'avais appris moi le trading et la finance via son site quand j'ai commencé dans mes études. Donc c'est vrai que je pense que ça l'est toujours. Il y a plein de contenus pédagogiques qui sont hyper bien, faciles. Puis ils le font évoluer de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils ont une belle base voilà, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un indice, tout ça, ça change pas, ça change jamais. Tous les indicateurs, savoir ce que c'est qu'un indicateur, etc. Et puis, voilà, on avance dans les produits, puisque la bourse n'arrête pas de changer. Et donc, comme la bourse change, les produits évoluent, sont nouveaux, voilà, faut éduquer les gens, puis refaire un peu les contenus pour ajouter des graphiques, des images, des vidéos, etc. Mais j'ai travaillé avec eux. Et en parallèle, en fait, j'ai fait plein de choses. T'as fait un peu t'as été un peu dans l'entrepreneuriat. Enfin, tu l'es toujours, mais ça a commencé un petit peu par là. Et j'ai vu que tu avais donc travaillé pendant à peu près 5 ans pour une école de trading, une école de formation au trading. Exactement. Et avant donc de créer la tienne, donc Trading Institute.
qui est donc une école pour former des investisseurs particuliers au trading avec une espèce de spécialité sur le carnet d'ordre. Carnet d'ordre et produits dérivés. Donc on fait les futurs. Voilà, sur futurs. De toute façon, le carnet d'ordre, c'est pas que sur futurs. Tu peux l'avoir sur des actions, mais oui, tu les as sur les actions. D'ailleurs, sur les actions américaines, je trouve que c'est très sympa à voir parce que dans le carnet d'ordre des actions américaines, tu vois même le nom des market makers. Donc tu vois Deutsche Bank, Goldman Sachs, etc., qui se présentent dessus. Mais effectivement, le carnet d'ordre, c'est un outil dans lequel on a des informations, mais on sert aussi d'analyse technique. Donc et puis le carnet d'ordre, il y a plein de façons de le faire différemment. Tu vois, j'échange beaucoup avec Guillaume et Karen, qui sont aussi des spécialistes du carnet d'ordre, qui font beaucoup les obligations. Et la façon de lire les obligations sur les carnets est différente de la façon de lire le S&P, le Nasdaq. Et puis chez nous, on a Macram, Prince et Alexandre, puisqu'on est 4, et ils ont chacun leur façon de voir des choses dans le carnet. Et en fait, je pense que c'est comme l'analyse technique. T'en as qui adorent Elliott, il y en a qui adorent Ishimoku, il y en a qui adorent les bandes de Bollinger, les supports, les résistances, les RSI, les MACD, etc. Il y a de tout pour tout le monde. Voilà, exactement. Et ben dans le carnet, c'est la même chose. C'est pas juste des chiffres, je regarde, c'est pas comme le permis de conduire. C'est bon, je vais prendre le carnet à droite ou à gauche. Moi, je conseille toujours aux gens de faire plusieurs formations parce que dans chaque formation, on va apprendre des choses pour à la fin sortir avec sa stratégie, en fait, ce qui nous corresponde. Oui. Voilà. Ok. Et ce que les gens viennent chercher chez toi, parce que le carnet d'ordre, c'est pas non plus, c'est pas une technique de début pour les débutants, quoi. On parle pas de support résistance, de tendance. Non, tout à fait. C'est quelque chose d'assez avancé. Donc, ce qui veut dire que ceux qui viennent chez vous, Trading Institute, c'est des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience dans le trading et qui n'ont pas été satisfaits. Enfin, qu'est-ce qu'ils viennent chercher avec vous? En fait, alors nous, c'est effectivement très rare d'avoir des débutants. Sur 250 ou 300 élèves, sur 2 ans, on a 3 débutants. Okay. Mais quand je dis débutant, il y en a même un qui n'avait jamais vu un graphique boursier. Donc je ne sais pas comment il est arrivé chez nous. Il a commencé par travailler au carnet d'ordre et quand je lui ai mis des graphiques en face, il était perdu. Parce que lui, il avait l'habitude de ces carnets. Et effectivement, quand les gens viennent chez moi, ils ont déjà leur background, ils ont déjà appris des choses, ils utilisent déjà pas mal de choses qui fonctionnent, plus ou moins. Et en fait, c'est pas forcément la stratégie qui va pas, c'est l'application de cette stratégie. Donc, comment est-ce qu'eux vont l'appliquer? Et donc, ce qu'ils viennent chercher chez nous, déjà à la base, c'est que nous, on estime que c'est un vrai métier. Donc, on ne met pas de fin à la formation parce que les marchés vont changer. Et quand les gens viennent chez nous, on est déjà 4 et on est 4 à voir les marchés différemment. Ouais. Donc on se sert du carnet d'ordre, c'est-à-dire des ordres exécutés en temps réel, avec des graphiques. Il y en a un qui n'utilise pas de graphiques, les autres utilisent des graphiques. Donc en fait, c'est avec ces graphiques qu'on va se dire, tiens, où est positionné le marché, dans quel sens il va aller, et à quel moment je veux mon point d'entrée. Et ce point d'entrée, il y a plusieurs stratégies pour le trouver. Ah, okay. Et ce que j'aime bien, moi, avec ces garçons, et puis maintenant avec certains, pour moi, des anciens élèves qui sont devenus des traders confirmés, je les appelle plus des élèves, mais ils sont membres, ils sont dans notre communauté, eh bien, ils voient plein de choses aussi, ils nous expliquent ce qu'ils ont vu, des récurrences, parce que le marché, en fait, ce ne sont que des récurrences et des répétitions. Et donc, ces récurrences et ces répétitions, on va les travailler ensemble. Et puis, quand il y en a un qui me dit, tiens, tu devrais regarder ça, parce que quand j'ai ça, il se passe ça, etc. Moi, j'adore discuter avec Karen et Guillaume en ce moment, mais avec plein d'autres personnes professionnelles dans ce métier, où on va échanger sur nos stratégies, nos façons d'intervenir, que ce soit du carnet ou pas du carnet, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du marché. Il n'y a pas juste le carnet ou ça. Et c'est un ensemble. Donc les gens qui viennent chez nous, souvent c'est des reconversions professionnelles ou des compléments de revenus qu'ils cherchent, mais c'est surtout d'avoir de la régularité. Okay. Et comme on n'a pas de fin à la formation, l'idée c'est d'accompagner les gens sur la durée. Et donc on prend le temps de leur apprendre, on prend le temps de les corriger, et puis surtout, on prend le temps de regarder ce qui leur correspond à eux. Parce que tu peux pas apprendre à scalper le Nasdaq à une personne qui est plutôt tranquille et qui justement cherche quelque chose de calme, où on va le mettre sur des obligations. Et là, effectivement, la lecture du carnet sur les obligations, ça va prendre un peu plus de temps. Le décalage d'une obligation va prendre peut-être un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. De temps en temps, quand on tient un trade, on va pouvoir le tenir 3-4 heures. Et ça lui correspond. Et le scalping Nasdaq, ça lui correspond pas. Et inversement. Okay. Et comment est-ce que je vais gérer mes risques? Et c'est souvent, de temps en temps, moi j'ai des gens qui viennent chez moi, on leur apprend les stratégies, ça leur convient, ils apprennent la lecture du carnet, parce que c'est bien de voir plein de chiffres, mais en fait, il faut tout simplement faire des exercices particuliers pour comprendre ce que sont chacune de ces colonnes et qu'est-ce qu'elles nous apportent comme information. Et une fois qu'on a compris ce qui se passait sur ce marché, puisque c'est un marché centralisé, eh bien, à ce moment-là, on va déterminer avec eux leur façon d'intervenir. Mais il y a plein de façons d'intervenir différentes, et en fait, il faut que ça vous corresponde, quoi.
Donc, sur les lives aujourd'hui, moi, j'ai que des élèves. J'ai de temps en temps Prince et Macram qui viennent. Mais sinon, toutes les autres personnes, pour moi, sont plus des élèves, sont des traders confirmés. Ouais. Mais ils montrent comment ils ont appris. Et ce qu'on a créé dans cette communauté, c'est que maintenant, on fait faire des ateliers à ces élèves-là et à de plus en plus d'élèves, parce que je viens chez Trading Institute avec mon bagage. Qu'est-ce que j'ai appris ailleurs? Comment est-ce que je m'en sers? Et qu'est-ce que Trading Institute m'a rajouté pour que je puisse arriver à être régulier? Et comme ça, les gens entre eux peuvent échanger. C'est ça qu'on aime bien, quoi. C'est cet échange, quoi. Alors, j'avais une question par rapport à l'enseignement, parce que c'est pas toujours évident déjà d'enseigner, c'est pas toujours évident à la personne qui apprend de vraiment retenir et d'incarner en fait ce qu'il a appris. Et j'avais interviewé Éric Lefort il y a quelques semaines, qui faisait pendant un temps des formations et qui a arrêté parce qu'il trouvait que ça servait à rien, que les gens à qui il enseignait ils font plus du tout ce qu'il leur apprend, enfin ils font un peu à leur sauce mais complètement différent, enfin il a l'impression que c'était vraiment inutile. Donc ça montrait un petit peu à quel point ça peut parfois être difficile de bien faire comprendre certaines choses. Est-ce que toi tu rencontres un peu cette difficulté avec le carnet d'ordre, qui n'est pas non plus une technique hyper bateau, c'est un peu une technique professionnelle? Ouais, c'est pas une technique. Alors c'est pas que c'est pas une technique facile, c'est une technique qui s'apprend. C'est comme si je te donnais les clés d'une voiture et t'as jamais conduit et tu sais pas où sont les vitesses, le rétroviseur, le clignotant et puis il y a la circulation. Donc il faut apprendre les choses les unes après les autres. Après, nous en enseignant, on apprend. C'est-à-dire qu'on apprend des gens et on affine nos techniques d'enseignement. Typiquement, on crée de plus en plus de vidéos complémentaires à nos cours, parce que ce qui est important pour nous, c'est que le formateur soit humain et voit la personne et puisse travailler avec cette personne. Et on fait des compléments de vidéos parce que les gens finalement adorent ça, parce qu'ils peuvent les regarder quand ils veulent. On fait des lives en dehors de ce que les gens connaissent sur YouTube, parce qu'ils vont voir, ils disent tiens, il est rentré là, tiens, ça me parle, ça me parle. Mais tu vois, on est 4 différents. Les 3, en fait, mes trois autres camarades sont des anciens élèves à moi. Mais ils travaillent différemment de moi. Par contre, ils prennent les mêmes informations que moi pour en extraire leur stratégie. Après, moi, je comprends qu'à un moment, expliquer, c'est pas toujours facile. On a aussi des profils d'élèves qui sont différents. Oui. Il y a des gens qui sont très motivés et qui veulent faire une reconversion professionnelle, ou qui sont très attentifs et qui font attention à ce qu'ils font, et qui sont travailleurs. Il faut que l'élève en face, en fait, faut associer un effort. Oui. Donc, il y en a qui le font. Moi, chez moi, je leur demande de préparer leur journée dans un fichier Excel. Parce que la préparation de journée et la préparation de semaine va me dire, tiens, aujourd'hui, lundi, marché en range. Mardi, marché en range, parce que mercredi, inflation, par exemple, ou Fed. Le matin de la fête, comment ça se passe? Le vendredi, j'ai l'inflation. Lundi, mardi, ça devrait être comme ça. Mercredi, un peu comme ça, etc. Donc, on se donne une idée de la journée qu'on va avoir devant les yeux. Et ce travail, à 80%, on a raison, parce qu'il n'y a aucune certitude sur ces marchés. Ce travail, si les élèves ne le font pas déjà, ils perdent une partie. À la fin de sa session, fichier Excel à nouveau, sur lequel il va falloir faire son débriefing de marché. Débriefing, ça ne veut pas juste dire j'ai gagné ou j'ai perdu du temps. Ça veut dire, et c'est une case très importante que je leur demande à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'ai fait de bien, parce que c'est important de le noter, et qu'est-ce que j'ai fait de mal. Impatience, par exemple, c'est le principal défaut, mais l'impatience, elle est sous différentes formes. Impatience de rentrer, donc je rentre trop vite, ou bien l'impatience d'avoir un gain et donc mettre trop de taille. Donc toutes ces choses-là, en fait, ils doivent l'écrire. Quand on l'écrit, en fait, on concrétise quelque chose. Alors que quand on dit oui, demain, je ferai attention à ça, bon. Et ce fichier, le lendemain, ils doivent travailler sur un point ou deux. Et s'ils ont travaillé sur ce point-là, et que ce point-là, ils l'ont bien déterminé, et aujourd'hui, ils ont dit, tiens, ça, j'ai pas fait cette erreur, ou bien, je l'ai fait qu'une fois sur 2. Changer 50% du temps, déjà, c'est bien. On peut pas changer quelqu'un en disant, tiens, tu fais plus ça, tu fais ça. Ça marche pas, en fait. 0 à 100, ça marche pas. Donc, il faut le faire 30, 40, 50%. Les gens concrétisent, le voient, le constatent, et après ça, comme ça leur parle plus, ils commencent à changer. Et on va changer au fur et à mesure. C'est comme, je sais pas, si tu fais du sport, du tennis, et on te demande de changer ton revers parce que tu n'y arrives jamais, changer ton revers, il va falloir changer ton mouvement, etc. Ouais. Ça prend un petit peu de temps, en fait, tout simplement. Donc, ce travail-là, il faut que l'élève le fasse. S'il ne le fait pas, je peux pas faire grand-chose pour lui. Donc, j'ai des gens qui veulent apprendre le fonctionnement des marchés, qui ont déjà leur technique et qui veulent des petites choses en plus. Parfait pour eux, ils sont très contents. Ils ont besoin de temps en temps, au bout de 3 mois, 6 mois, d'un petit rappel. Ils veulent un petit zoom, on se fait 20 minutes ensemble. Ils veulent passer à la salle parce que pour tous nos élèves, ils peuvent venir l'après-midi gratuitement. À 14h30, on se boit un petit café, on prépare la séance. Ils tradent avec moi.
Et puis, à la fin, on se fait un petit débriefing. Quand j'ai pas de session de formation sur place et que j'ai de la place, il m'envoie un petit WhatsApp en disant est-ce que je peux passer. J'en ai plein qui passent régulièrement, comme ça on garde un contact. C'est cool. Donc ça, c'est cette partie qui est importante. Mais j'en ai qui, je dis, ah bon, t'as fait ton fichier, ah non, j'ai oublié. T'as préparé ta journée, ah attends, j'ai oublié. En fait, ça marche pas comme ça. Ouais. C'est vrai que je trouve que c'est difficile avec le trading, c'est que ça a l'air d'être trop facile. Et je parle pas de ce qu'on peut voir sur Internet, je parle juste du fait que c'est simple et c'est facile de soit déposer de l'argent chez un courtier, d'avoir un portefeuille virtuel ou bien prendre des propres firmes par exemple, parce que c'est la mode en ce moment et c'est quelque chose de pas trop mal, je trouve. C'est pas seul, mais ça fait un bon complément. J'ai ça, le courtier m'ouvre ma plateforme, je prends mon doigt, je clique sur la souris et ça fonctionne. Ouais, c'est vrai que ça. Et c'est aussi simple que ça. Et les plateformes sont de plus en plus belles. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé en 2000, les plateformes qu'on a aujourd'hui sont bien de plus évoluées en tant que particulier que ce qu'on avait en professionnel en 2000. Donc en fait, il y a une offre aujourd'hui d'outils et de logiciels qui se rajoutent, de logiciels qui regardent les volumes qui rentrent, de gens qui font leurs propres algos. Donc il y a pléthore de choses qui sont géniales. Hein. Il y a plein de choses qui sont magnifiques. Mais il faut s'organiser là-dedans. Par contre, aujourd'hui, il n'y a plus de différence pour moi entre un particulier et un professionnel. Avant, on disait en 2000, ouais, c'est bon, tu as l'information avant moi, c'est plus facile. Ouais. Je pense que ça vient des années avant l'informatique où les opérateurs se voyaient. J'en ai parlé avec quelques personnes que vous connaissez éventuellement, qui étaient sur la bourse à cette époque-là, où voilà, la petite veste jaune de chez Indosuez, lui, il passe les gros ordres, lui, il est petit. Donc quand lui, il commence à parler, on sait qu'il va passer un gros ordre, et puis s'il nous fait un petit clin d'œil, on sait qu'il va acheter. Donc on achète en même temps que lui, il fait monter le marché parce qu'il a besoin d'acheter pour son client. C'est comme ça que fonctionne le marché centralisé. Hein. C'est quelqu'un qui est plus gros que les autres, pendant un temps donné, une demi-heure, une heure, une minute, peu importe, va faire monter le marché parce qu'il a besoin d'acquérir cette marchandise pour son client. Son client, lui, fait pas du scalping trading. Lui, son client, il fait du placement sur des semaines et des mois. Ouais. Donc, qu'il ait une petite différence, ça le dérange pas trop. Il faut pas qu'il y ait une grosse différence. Donc, il fait quand même attention à la personne qui achète pour lui. Mais il arrivait, il prenait un petit peu plus de taille et ils appelaient ça des demi. C'est-à-dire que l'indépendant, il le voit, donc il achète le marché. L'autre, le gros, fait monter le marché. Quand il a terminé ses achats, on revend, ça fait un bénéfice. Et à la fin de la journée, ils se font un demi, c'est 50-50, quoi. Ouais, okay. Et donc ça, effectivement, cette information, les gens ne l'avaient pas. Mais c'était sur des toutes petites opérations. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a plus ça. Il n'y a plus le fait d'avoir la news avant. Et si on prépare bien ces journées, nous, notre travail, finalement, c'est d'essayer de rester pas trop longtemps dans les marchés, parce que quand on est sur les marchés, on est dans les risques. Et on a bien vu avec l'actualité géopolitique en ce moment. Donc, soit on favorise des placements un peu plus long terme sans levier, soit si on veut faire du trading avec du levier, il faut gérer ses risques. Et une façon de gérer ses risques, c'est de savoir à quel moment je ne dois pas être dans le marché. Si je regarde et que je prépare mon agenda et que je sais qu'à 14h30 j'ai une stat, à 14h30 je ne suis pas dans le marché. À 14h29, 28, 27, je sors. Et à 14h31, 32, j'ai regardé ce qui s'est passé avec cette information importante et je re-rentre. Moi, je cherche une régularité, une répétition, quelque chose qui va se passer tout le temps. Le fait de gagner sur juste une stat un petit peu vite, c'est sympa, mais c'est du loto. C'est pas la réalité, tu vois. Donc, et tu penses d'ailleurs que c'est toujours possible avec les algos de gagner, de trader des news? Alors, je ne sais même pas si avant c'était vraiment... Sur les stats, en fait, les algos le font, c'est-à-dire des algos de banque le font. Ces algos-là sont positionnés, donc la bourse aujourd'hui c'est un ordinateur. Ces sociétés louent des ordinateurs, des serveurs autour de cet ordinateur de bourse, avec des câbles très courts, et ça se loue entre 20 et 30 000 euros par mois. Cet ordinateur qui est proche de la bourse, c'est pour les arbitragistes, par exemple, mais c'est aussi pour les algos au trading. Quand la stat va sortir, ils ont un flux spécifique de stats. La stat, elle sort à une seconde donnée, à un temps donné, 14h30, 00. Pas avant. Moi, j'ai déjà vu chez un journaliste, parce que j'étais allé chez des Jones Newswire, qui est donc un peu comme Reuters ou Bloomberg. Le journaliste me dit, tiens, regardez, on a une news sous embargo. Il l'a pas ouverte puisqu'il n'a pas le droit. Enfin, il n'a pas le droit. Et lui, il a le droit de l'ouvrir pour préparer son papier. Donc, il l'ouvre un tout petit peu avant, il prépare son papier. Mais il ne peut pas dire l'information qu'il a donnée. L'information, elle doit être citée. D'accord ? Donc, elle est la même pour tout le monde. À la seconde où la news sort, on a un flux spécifique qui va nous dire, tiens, c'est plus 0,2 pour plus 0,3% par rapport à ce qu'on attendait. Ou moins 0,3 par rapport à ce qu'on attendait. Et là, l'algo se déclenche tout de suite, à la nanoseconde. Donc, on a déjà fait des jeux comme ça, nous, en mettant des achats stop, des ventes stop.
Okay. Au moment où avant la stat, tu vois que le carnet se vide. Normalement, c'est des dizaines ou des centaines de lots par ligne, en fonction du sous-jacent que tu traites. Et bien là, on passe sur des unités. Donc, il n'y a plus personne dans les carnets. Les market makers s'en vont parce que eux, leur travail, c'est de ne pas avoir de volatilité. Quand il y a de la volatilité, ils perdent de l'argent. Quand il n'y a pas de volatilité, ils peuvent échanger les tailles. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Donc, ils vont, effectivement, nous, on a déjà fait ça, mais tu as le slippage. Le slippage, c'est quoi? C'est quand je rentre sur le marché à, je sais pas, à 300, et ben en fait, je suis exécuté à 305. Parce qu'il y avait personne devant moi et qu'il y avait du monde devant moi. Il y avait du monde devant moi, il n'y a personne en face, plutôt. Donc, en fait, achat stop avec un décalage, et puis la vente, il va falloir la programmer. Est-ce qu'on la programme tout de suite et à quel niveau? Ou bien est-ce qu'on reste dans le marché, sauf que la stat, elle va très vite. Donc, ces algos, en fait, ils vont très, très vite. Moi, je trouve que c'est difficile de créer un algo, surtout quand on est particulier, sur uniquement les stats. Après, il y a plein d'algos, et nous, on travaille de plus en plus avec des algos qui font justement ce travail de prendre des décisions à notre place en fonction de certains éléments. On a vu, et je suis en train de regarder ou d'observer un truc assez sympa que Karen a créé sur le carnet d'ordre, justement, sur des single print. Single print, c'est quoi? C'est pendant un temps donné, vous avez un carnet. Ce carnet, toutes les demi-heures, par exemple, va être mis à jour. Et quand on a un chiffre, par exemple, sur les acheteurs avec un certain montant, mais en face, il n'y a pas de vendeur, ce qu'on appelle une single print. C'est-à-dire qu'il y a 0 dans une case et un chiffre dans l'autre, sur le même prix. Et on n'arrive pas à aller au-dessus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un mur qui le défend, entre guillemets, il y a quelque chose qui empêche le marché de passer. Et bien là, on va pouvoir rentrer un ordre. Mais cet ordre-là, en fait, on n'a pas le temps de le faire, nous, de le regarder, parce que ça nécite moins d'une seconde de réaction. Donc, ces prises de décision, elles peuvent être amusantes. Et typiquement, cet algo, c'est à vous de sortir votre position. Ce que je trouve très bien, parce que comme ça, en fonction de la volatilité, de ce qui se passe, c'est à nous de le faire. Les algos en banque, moi j'en ai déjà vu, le programmeur est à côté. Il n'y a pas d'algo où je programme mon algo, enfin c'est pas qu'il n'y en a pas, mais je programme pas mon algo et je vais au golf. C'est pas ça en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je programme mon algo, je regarde ce qui se passe sur les marchés, l'algo travaille bien, parfait. Il y a des moments où j'ai de la volatilité, il y a des moments où j'en ai pas. Nous on en programme des algos aussi, on travaille dessus. Donc on en a qui sont en test, qui fonctionnent plutôt bien. Ils sont basés sur le carnet d'ordre, tu crées? Alors qu'ils sont basés sur le carnet d'ordre ou sur des indicateurs? Okay. Sur les deux en fait. Okay. Sur des absorptions aussi, ce qu'on appelle des absorptions, donc un volume un peu plus important à certains niveaux. Et en fait, l'algo, lui, va bien fonctionner quand on a une tendance, mais pas quand on a une tendance, par exemple, ou va mieux fonctionner quand il y a du volume, ou moins bien quand il n'y a pas de volume. Donc on est obligé d'être à côté et d'estimer le marché qu'on a devant nous. C'est le rêve de tout le monde de pouvoir programmer quelque chose qui marche tout seul et qui rentre et qui sort et qui gagne, sauf que les marchés, c'est jamais les mêmes. Donc c'est difficile de faire ça. Ah oui, tout à fait. En 2014, donc il y a un peu plus de 10 ans, l'AMF a déclaré qu'il y avait 90% d'investisseurs qui perdaient de l'argent sur les marchés. Depuis, il y a eu, avec les régulateurs européens, notamment l'ESMA, ils ont mis en place certaines règles qui ont eu pour conséquence que le nombre de perdants avait diminué. Ouais. Et donc il y a davantage de gagnants par rapport à il y a quelques années, mais il y en a toujours un certain nombre. Selon toi, avec toutes les personnes, tous les élèves que tu as eus, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu as remarquées? Alors déjà, dans cette stage, je pense qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre la bourse comme du pari. Un pari sportif comme un pari boursier. Donc c'est vrai que certains courtiers sont obligés de marquer sur leur page d'accueil le pourcentage de gens qui vont perdre chez eux. Qui ont perdu, pas qui vont perdre. Qui ont perdu, pardon. Oui, t'as raison. Et en fait, avant, quand on avait des leviers importants, on était dans des 90%. Oui. Aujourd'hui, on est plus dans les 70%. Oui. Donc on voit déjà qu'en baissant le levier, on arrive à avoir des gens qui perdent moins. Voilà, parce que, on en parlait au début, l'impatience. Je veux gagner tout de suite, je veux gagner vite tout de suite, parce que pour moi, la bourse, voilà, c'est je gagne tout de suite et c'est la fête, je vais m'acheter ma Ferrari, je pars en vacances, je vais au resto, peu importe. Le rêve du joueur de casino. Mais comme le pari sportif, exactement, c'est ça. Donc cette population-là, pour moi, c'est pas des gens qui font de la finance. C'est pas des gens qui vont réfléchir sur les marchés. C'est des gens qui vont se dire, tiens, allez, ça devra monter. Je vais prendre un levier un petit peu serré. J'ai pas beaucoup d'espace, quoi. Si c'est stoppé, c'est stoppé. Puis si ça marche, ça marche. Donc eux, à mon avis, ils font une bonne proportion. Oui, c'est vrai. Après, dans les élèves, effectivement, pour certains, en fait, j'ai pas grand-chose à leur apprendre. J'ai surtout des choses à leur régler. Et ils viennent chez nous pour trouver des coachs aussi. Oui. Des coachs et des gens qui les accompagnent dans la mise en place de règles et de rigueur.
Parce que quand tu travailles dans une institution, tu as de la rigueur obligatoire. Tu es obligé de reporter ta hiérarchie, tu es obligé de faire des choses. Oui. Tu le vois bien même chez toi, chez un courtier, tu as des règles strictes. Quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, en fonction de ces règles strictes, eh bien, tu t'adaptes. Si tu respectes pas les règles, dans n'importe quel boulot, bah, tu t'en vas. Quoi. Hein, on te dit, tu es gentil, mais si tu respectes pas les règles de la maison, c'est fini pour toi. Donc, tu es obligé de faire ça. Et quand tu es particulier tout seul chez toi, bah, tu fais pas ça. Tu vois, ce qu'on disait avant, prépare ta journée et ta semaine et fais-moi un débriefing. Il y en a plein qui le font pas. Et on leur donne on leur donne tout ce qu'il faut pour le faire. Et à un moment, je leur dis, fais-le et continue à le faire. Et je leur dis, faites ça et vous imprimez les graphiques, point d'entrée et point de sortie. Et toutes les semaines, une fois dans la semaine, le week-end, à un moment où vous êtes tranquille, vous êtes un peu loin des émotions, eh bien, vous regardez les 15 dernières journées. Les 15 dernières journées, vous avez fait des points d'entrée et points de sortie. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Regardez votre fichier sur les 15 dernières journées. C'est toujours bien de voir aussi bien ces erreurs que d'où on vient. Parce que ce que je demande aussi à mes élèves de temps en temps, c'est de dire, tiens, regarde, il y a un mois, t'es arrivé, en un mois, qu'est-ce que t'as fait ? Ah bah oui, c'est vrai que là, j'ai corrigé ça, c'est vrai que là, ça va mieux, c'est vrai que je suis plus régulier comme ça, c'est vrai que je fais moins d'erreurs, je fais moins d'overtrading, que j'ai compris comment ça fonctionnait. Effectivement, tout ça, ça avance. Mais les gens veulent toujours aller trop vite. Et c'est comme ça, hein. On est un vrai métier. Donc, soit tu le fais, pourquoi les gens viennent chez nous ? Parce qu'ils veulent en faire un vrai métier. C'était la question que tu m'as posée à un moment. C'est un vrai métier, il faut prendre le temps de l'apprendre. Ça ne vient pas en un claquement de doigts. Tu ne deviens pas pilote de course parce que tu as passé ton permis à l'auto-école. C'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, tu gagnes pas Roland-Garros en 10 minutes parce que tu as fait 3 heures de mur. Donc, en fait, il faut se donner un peu de temps. Si les gens sont motivés et veulent vraiment y aller, ça marche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et à ce moment-là, eh bien, dans ces 10% de gens qui gagnent, ou maintenant 30% de gens qui gagnent, ils en feront partie. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut qu'il y ait un échange entre le professeur et l'élève. Et je pense que ce que tu disais sur Eric, c'est ça. Il en a eu assez de faire de la formation. J'en connais d'autres, en fait, qui font la formation, qui veulent s'arrêter. Ou qui en font beaucoup moins. Bah parce qu'en fait, ils apprennent une stratégie. Alors, tu as l'apprentissage d'une stratégie, mais tu ne peux pas obliger une personne à faire uniquement ce que tu lui demandes de faire, parce qu'elle va avoir ses façons de faire. Oui, donc, il faut lui donner un peu de souplesse. Mais en face, il faut qu'elle fasse quelque chose. Donc, c'est un échange entre les deux. Et après, effectivement, ouais, pourquoi les gens perdent ? Parce que très souvent, c'est le levier. Ah oui. C'est levier. Le levier, ça veut dire que je veux vite gagner de l'argent et du coup, je vais prendre des tailles plus importantes. Mais du coup, si je n'ai pas des bons points d'entrée ou s'il se passe quelque chose, bah, je perds tout d'un coup. Soit je perds tout, soit je suis stoppé tout de suite. Et en fait, un stop, ça reste une perte. Donc, je vais enchaîner des stops, des stops, des stops. Il y a beaucoup de gens qui ne déplacent jamais leur stop. Alors que quand on est en gain, il faut qu'on assure. Pour moi, la gestion des risques, c'est aussi la gestion des gains. Si tu fais que la gestion des risques, c'est-à-dire je fais attention et j'ai un daily loss et quand je stoppe un daily loss, je m'arrête. Mais daily loss, on ne veut pas le voir. Il ne faut pas aller jusqu'au daily loss. La moitié, c'est suffisant. Et le lendemain, on refait cette moitié. On n'a pas besoin de tout tuer à chaque fois. Donc ce levier, en fait, il faut arriver à le gérer. Et quand les gens veulent aller trop vite, ben, en fait, ils le gèrent pas du tout. Et à contrario, parmi tes élèves, ou en tout cas des gens que tu as rencontrés, il y en a qui gagnent plutôt assez régulièrement même. Qu'est-ce qui les différencie de ceux qui ont du mal à passer ce cap ? J'en ai même qui sont en train de switcher, c'est-à-dire d'arrêter leur métier pour ne faire que ça. Mais ça leur a pris un petit peu de temps. C'est-à-dire que c'est un exercice que tu dois faire sur plusieurs mois. Parce que c'est pas parce que tu gagnes pendant un mois et que tu gagnes plus que ton salaire en un mois que le mois d'après, ça va se passer. Ouais. Donc, il faut vraiment être régulier. Après, ils ont énormément de rigueur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'émotion. Ça veut dire que quand ils gagnent, ils sont contents, c'est normal. Mais quand ils perdent, ils ne sont pas contents aussi, ils ont la revanche, c'est normal. Par contre, ils savent quelle est la règle qu'ils doivent appliquer. Donc, je ne suis pas content parce que je suis en train de perdre et j'ai envie de gagner plus. Mais non, en fait, ma règle, c'est comme ça et ça s'arrête. Ouais, ça fait et en fait, du plan, c'est tout le temps. Moi, j'ai trop de personnes qui en une journée, peuvent perdre ce qu'ils ont gagné en 10 journées. En une seule séance, en 1 heure, ils perdent les 9 dernières où ils ont gagné pendant 9 séances d'affilée. Et ça ne devrait pas exister. Mais c'est parce qu'ils ne respectent pas ça, parce qu'il manque un petit truc. Et en fait, comme je te disais, on ne peut pas changer les gens du jour au lendemain. Donc il va falloir qu'il y ait ces erreurs qui se répètent, mais de moins en moins souvent. Et qu'on commence à faire constater aux gens, c'est comme un enfant. Arrête de mettre les doigts dans la porte tant qu'il ne l'a pas fait. Tu lui dis 40 fois, il va comprendre le jour où il met les doigts dans la porte. Moi, quand j'étais gamin, j'ai mis la main sur une plaque chauffante. Et ben, la semaine d'après,
qu'est-ce que je fais? Je recommence. Alors que j'avais la main brûlée, la crème partout, tout ça, et je sais pas, et ben voilà. Et je l'ai fait que 2 fois dans ma vie, mais 2 fois de suite. Et après, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il faut... C'est pour ça que les gens qui veulent faire avec un compte réel, et ils me disent, voilà, je veux mettre... parce qu'attention, le scalping, comme nous on le fait, c'est une toute petite partie du portefeuille. Attention, hein, c'est tout petit et c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Mais il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai envie de mettre 20 000 euros, je suis plutôt confortable, j'ai acheté ma maison, tout va bien, etc. J'aimerais mettre 20 000 euros sur du scalping. Je dis, pas de problème, bah, tu peux ouvrir un compte avec 5 000. Pourquoi 5 000? Parce que tu sais que tu vas pouvoir remettre, donc tu n'as pas de stress. Parce que si tu tiltes sur les 5 000, tu peux remettre un petit peu, c'est 24-48 heures pour que ton courtier reçoive ton argent. Tu vois, c'est pas plus, hein, c'est le temps d'un virement. Ça permet aussi d'avoir le temps de réflexion. Mais il faut y aller par étapes et il faut y aller doucement. Et la problématique qu'on peut trouver aussi, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que je fais de la formation pour adultes. Ça veut dire que en classe, je dis pas arrêtez de parler entre vous, taisez-vous, etc. J'ai que des gens passionnés qui sont intéressés. En revanche, j'ai de temps en temps des gens qui soit sont chefs d'entreprise, soit ont déjà bien réussi, ont fait des choses, et c'est difficile de leur apporter du changement. Ah oui. Et de leur dire, je sais que dans la vie, quand tu fais beaucoup d'entraînement, tu es fort en sport. Quand tu travailles comme un fou, et plus tu travailles, plus ça marche. Et que tu as de plus en plus de clients, et tu fais de plus en plus de chiffre d'affaires, tu as de plus en plus de bénéfices, etc. Je sais que c'est comme ça dans la vie que ça se passe. Sauf que le trading et les marchés financiers, c'est différent. Ouais. On ne peut pas se battre contre le marché. C'est un océan qui est démonté, et tu viens avec ta petite planche de surf sous le bras, ou quand tu fais ton petit surf, déjà tu as du mal à te mettre debout, et tu arrives devant ce truc-là. Tu ne pourras jamais être plus fort. Donc ce n'est pas une relation... Je vais travailler sur les marchés, je vais passer 10 heures d'affilée, je vais m'entêter, et je suis sûr que je vais gagner, qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas un combat en fait que tu mets, c'est un partenariat. C'est ce que je donne comme exemple. Tu es chef d'entreprise, tu as un seul client, et tu lui envoies des devis. Et la plupart du temps, ça passe. Et de temps en temps, tu envoies un devis, il dit non, ça me plaît pas, c'est nul ton truc. Et tu vas pas lui dire, attends, tu prends ce devis, hein, tu me fais chier, hein, sinon c'est fini entre nous. Bah non, parce que sinon tu n'as plus d'entreprise. Donc tu acceptes ta perte. Et sur les marchés, il faut accepter sa perte et il faut jouer avec les marchés comme si c'était des partenaires. Le marché, il te donne des points quand tu vois dans son sens, quand tu comprends ce qu'il te dit, tu le suis. Donc toutes ces personnes qui sont avec un historique de vie, où ils se sont battus, où ils ont créé quelque chose, et ça s'est bien passé, et ben de temps en temps, c'est difficile à changer. Mais après, il y en a plein qui écoutent, qui avancent. Les jeunes sont souvent un peu pressés. Les gens qui ont plus mon âge, et souvent qui sont pères de famille, ont un petit peu plus de patience. Pas tous, hein, mais voilà, il y a des profils qui se dessinent. Mais nous, on a plus ce profil-là. Allez, je veux dire, un profil... On a des jeunes, il n'y a pas de souci. On a des gens un peu plus âgés, mais on a un profil 35-60 ans, en vue d'une reconversion professionnelle, qui veulent voir à quoi ça ressemble et qui veulent faire ça sérieusement. Voilà. Si quelqu'un te pose la question, quelqu'un qui a un travail, qui souhaite donc devenir trader, on va dire, à temps plein, est-ce que toi, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire, celui qui veut vraiment se lancer à fond, 100%, quitter son boulot et se mettre au trading? Eh ben, de prendre du temps. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut se donner un objectif sur, par exemple, 6 mois. Si les gens m'appellent et me disent, dans un mois, je veux gagner 500 euros par jour. Je dis, non, c'est pas possible, ça sert à rien, venez pas. Ça marchera pas. Vous aurez tellement de pression sur les épaules que ça fonctionnera pas. Le scalping, comme on le fait, nous, une personne qui va travailler 1 heure, 1 heure et demie par jour, et encore, s'il ne travaille pas tous les jours, comme il n'y a pas de fin à la formation, ça ne pose pas de problème. Donc, il y a des jours, ils ne sont pas dispo, il y a des jours, ils ont du télétravail, il y a des jours, ils sont dispo. Donc, ils apprennent au fur et à mesure. Ils prennent le temps d'apprendre. Une fois qu'ils ont appris, et donc je leur dis, donnez-vous un objectif sur 6 mois. Et on se dit, dans 6 mois, vous faites 500 euros par jour. Allez, c'est notre objectif, ou 400 euros par jour, c'est l'objectif. Une petite taille, tranquille. Et dans ces 400 euros par jour, on aura des journées à moins 400. Et ça, on va voir comment vous les acceptez. D'accord ? Vous aurez plus de journées bénéficiaires, mais vous aurez aussi des journées déficitaires. C'est pour ça que je donne des objectifs à la semaine. Tu peux perdre 2 jours dans une semaine et finir en positif. Si tu respectes bien la gestion des risques qu'on t'impose, ça marche. Et donc, se donner 6 mois pour avoir un complément de revenu qui commence, pour acquérir une stratégie et commencer à avoir un complément de revenu qui commence à ressembler à quelque chose. Si on a un complément de revenu qui commence à ressembler à quelque chose, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais sur les marchés, maintenant, j'ai compris les marchés, parce qu'ils changent tout le temps, parce que c'est rythmé par une fête, c'est toutes les 6 semaines, par les résultats d'entreprise, c'est tous les trimestres. Donc si tu n'as pas vu au moins 2 trimestres de résultats d'entreprise et 3-4 Fed, bah, tu n'as rien vu. Des marchés sont calmes en ce moment, là, tu vois, ça latéralise, c'est calme après ce qui s'est passé.
quel est le prochain moment où j'ai de la volatilité. Si tu te fais une formation de quelques semaines où tu as un moment où c'est très calme ou au contraire c'est très énervé et que le marché change et que tu es parti de cette formation, bah, tu ne sais pas comment ça se passe. Donc il faut apprendre sur la durée. Donc je me donne un objectif sur 6 mois. Dans 6 mois, on fait un bilan. Est-ce qu'on y est arrivé ou pas? En général, au bout de 2-3 mois, ils y arrivent. Mais se donner un objectif 6 mois, c'est comme ça qu'ils vont ne pas se mettre de pression. Au bout de ces 2-3 mois, on a acquéri, ou 5 mois ou 4 mois en fonction de son temps, on acquiert une stratégie, on la met en place. Et là, on va se donner plusieurs mois, parce qu'il faut de la régularité, pendant plusieurs mois. Il faut que ce complément de revenu dépasse mon salaire. Pas une seule fois, plusieurs mois. Et que quand je trade, je pense jamais à l'argent. Je pense au trade. Notre travail, c'est pas de faire de l'argent. Ça fait souvent rigoler les gens, mais notre travail, c'est pas de faire de l'argent. C'est de faire des trades, c'est de rentrer sur le marché pour une raison et de sortir pour une raison. Moi, je cache les indications d'argent à tous mes élèves. Si je veux gagner 50 € parce que je veux passer de 450 à 500 ou de 950 à 1000, très souvent, je vais perdre 50, je vais perdre 100. Et puis en fait, je vais commencer à perdre de plus en plus et je finis en négatif. Alors que si je vois une opportunité, je vais la prendre. Si je suis cohérent, je vais bien réussir. Si je vois pas d'opportunité et que je suis déficitaire, par exemple, je suis en perte de 100 et ma délit c'est 300, mais je vois pas d'autres opportunités, et je vais pas essayer de récupérer 100. Ouais. C'est pas ma journée, je m'arrête là. Donc, on arrête de réfléchir à l'argent, on pense au trading, à sa stratégie, pourquoi je rentre, pourquoi je sors. Et une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a bien regardé ensemble, si on fait pas d'overtrading, comment on se comporte dans les différentes sortes de marchés, et qu'on a bien acquis sa stratégie, et qu'on sait comment ça se passe, et qu'on a vu les différents marchés, et bien là, on enchaîne les mois. Et au bout de 3, 4, 5 mois, si ça rentre bien et si ça se passe bien, normalement, à ce moment-là, on a déjà fait un capital. Donc, si je veux quitter mon emploi pour en faire un métier, je vais quitter un emploi où j'ai déjà un capital. Et ce capital, il a été construit par mes années, par mes mois ou mes années d'apprentissage. Ça dépend. Il y a des gens pour qui ça va prendre des années parce qu'ils n'ont pas envie de quitter leur boulot tout de suite, parce que c'est un complément de revenu confortable. Eh bien, j'ai fait ce capital qui me rassure. Ce qui est important, en fait, c'est d'être rassuré. C'est d'avoir d'autres sources de revenus. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un complément de revenus dans un premier temps. Et après ça, on passe à l'étape suivante. Tout à l'heure, tu as parlé des propres firmes, la mode des propres firmes. Oui. Donc, les propres firmes où on te propose de trader avec l'argent de quelqu'un d'autre, oui. Parfois des sommes assez élevées, et de prendre les bénéfices quand tu en fais. Ça fait, je sais pas, peut-être 1 à 2 ans, je dirais, que la mode s'est lancée sur les propres firmes. Et donc, on commence à avoir quand même pas mal de retours, notamment des retours qui sont aussi assez négatifs sur le fait qu'il y a des propres firmes qui te payent pas tes gains, ou que les restrictions, elles deviennent très ennuyantes, voire de plus en plus nombreuses, à tel point qu'on a l'impression qu'elles sont faites pour finalement t'éjecter de ce système. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Que je sais que tu mets en avant le côté courtier, fonds propres, mais aussi un peu de propre firme. Comment est-ce que tu fais face en fait à tout ça? Parce que c'est compliqué d'envoyer, de conseiller d'aller dans une propre firme, sachant que ça va probablement mal se passer. Si il est bon et qu'il gagne, peut-être qu'il se fera pas payer, peut-être qu'il va avoir des restrictions et pourra plus faire ce type de trading pendant cette annonce. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Est-ce que finalement, c'est vraiment un Eldorado, ces propres firmes? Moi, je trouve que c'est... En fait, il y a plusieurs éléments. Je trouve que les propres firmes, c'est bien quand tu sors d'une formation, quand tu as fait une formation et que tu veux te lancer. Parce qu'avant les propres firmes, nous, on voyait les gens qui ouvraient un compte tout de suite. Et en fait, tu sais pas pourquoi. Tu apprends pendant un certain temps aux gens à faire attention à leurs risques. Et dès qu'ils ouvrent leur compte en réel, ils mettent une taille de fou en se disant, ça y est, je suis sur le vrai marché et je vais tout de suite gagner beaucoup d'argent. Et après ça, je ferai attention. Et donc, ces espèces d'élan où on veut gagner vite de l'argent parce qu'on est enfin sur le vrai marché, et bien souvent, ils perdaient l'argent qu'ils avaient mis en place. Okay. Donc, moi, je dis aux gens, la propre firme, c'est une bonne étape. C'est une étape où j'arrive sur le marché, je suis surveillé par un robot, je trade vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une annonce, ça se passe sur mon écran, j'ai un objectif à respecter, à acquérir, j'ai un risque à ne pas dépasser, et donc je suis enfermé dans ce système-là. Et donc je trouve que c'est une bonne étape, et je conseille toujours aux gens de faire au moins 2-3 propres firmes avant d'ouvrir un compte en réel. Maintenant, il y a beaucoup de déviance sur ces propres firmes. Déjà, tu l'as dit, il y a beaucoup d'histoires. Soit de propres firmes qui ont disparu, soit de propres firmes qui ne payent plus alors qu'elles sont très connues ou qui changent leurs règles au dernier moment, etc. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'en prendre plusieurs, c'est-à-dire des différentes.
Parce que si on veut traiter, il faut les prendre des différentes. Maintenant, ce qu'il faut surtout pas, c'est rentrer dans le gambling. Parce que la prop firm, c'est aussi, malheureusement, le fait de se dire, tiens, j'ai un compte un peu important, allez, je passe le truc rapidement, je mets taille supérieure à ce que je devrais faire, donc je sors du trading pour faire du gambling. Et c'est ce gambling qui va m'apporter. Et je vois des gens, moi, qui dépensent énormément d'argent dans ces prop firms, et malheureusement, faites le test un jour. Vous prenez 2, 3, si vous faites des prop firms souvent, prenez les 3 derniers mois et notez sur un morceau de papier ou un fichier Excel combien vous avez dépensé dans les prop firms. Regardez vite parce que c'est entre 100 et 150. Et quand tu passes de l'évaluation au PA, tu remets 100 à 150. Donc c'est souvent entre 200 et 250. Après, il y a des promos, mais il y a celles qui te font des belles promos et quand tu passes en réel, bah là, il n'y a plus de promo, ça coûte cher. Il y en a qui te proposent un prix un peu plus important, mais tu ne payes pas quand tu passes en réel. Mais ce prix un peu plus important, si tu fais du gambling, ça ne marche pas. Donc je trouve que c'est un bon exercice quand tu sors d'une formation pour te tester sur le marché. Il faut prendre le compte d'une prop firm comme si c'était ton compte réel et le traiter comme si c'était un vrai compte et pas comme si c'était du gambling en faisant des petites astuces. Après, c'est vrai que sur ces prop firms, en fait, tu as l'évaluation et puis après ça, tu as le compte sur lequel tu peux te faire payer. Donc les gens, ils veulent aller vite sur ce compte où tu peux te faire payer. Il y a plein d'astuces pour les passer rapidement. Et une fois que tu es sur le compte réel, il faut que tu fasses comme si c'était ton vrai compte. Donc ça a des avantages, effectivement, de faire, pour moi, ces prop firms, mais dans une certaine mesure, dans un certain cadre. Et après, je trouve que c'est bien d'avoir son compte réel, parce que son compte réel, contrairement à une prop firm, on ne peut pas le brûler. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'a pas de règles comme elles nous imposent. Et quand on veut être payé, on demande un virement et ça se passe naturellement. Ouais, j'ai un compte chez WH, je demande un virement, mon virement il arrive, il n'y a pas de problème. Et après, avec tous les copieurs qui existent aujourd'hui, rien ne t'interdit d'avoir un compte réel sur lequel tu vas mettre en lien des prop firms, ça te fait un bonus en plus, si tu souhaites ce bonus en plus. Et comme ça, ces prop firms, tu vas bien les gérer. Et maintenant, comme dans toute révolution, parce que c'est une révolution sur le monde du trading, c'est un petit monde, mais cette révolution, elle permet à plein de gens de faire du trading sans avoir de capitaux. Moi, j'en ai certains qui ont fait des prop firms, qui ont engendré des capitaux et qui ont maintenant ouvert leur compte propre et traitent leur compte propre avec des petits copieurs, mais le compte principal qu'ils traitent, maintenant, c'est leur compte. C'est plus le compte des prop firms. Donc, je trouve que c'est un bon... C'est dans ce sens... Ce rôle vraiment d'étape intermédiaire entre la formation, le virtuel et le réel. Exactement. C'est une bonne étape sur le réel. Et après... Il y a de tout, donc il faut faire attention à tout ce qui existe. Nous, il y en a quelques-unes qu'on aime bien, mais il y en a de temps en temps qui changent leurs règles, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais la finalité, c'est vraiment d'avoir un compte propre. Oui. Parce que moi, je trouve que c'est génial quand tu trades et que c'est à toi, ça se passe bien. Mais quand tu trades et que c'est à toi, il ne faut pas que tu penses à l'argent. Les mêmes principes. Et puis, il ne faut pas rentrer dans ce gambling de prop firm, parce que quand tu passes en réel... Et en fait, cette industrie elle est en train de changer. Notamment parce qu'il y en a beaucoup qui font sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire Nasdaq, S&P, les indices, etc., enfin les devises, etc. Le CME commence à en avoir un peu marre, entre guillemets, d'avoir un certain nombre de personnes qui payent les cotations temps réel, $12 par mois, mais qui ne passent pas et qui n'exécutent pas leurs ordres sur la bourse. Parce que du coup, c'est du business de perdu pour la bourse. Oui, parce que la prop firm, tout est virtuel. Et voilà, tout est virtuel. Donc, on a de plus en plus de prop firms qui commencent à passer les gens en réel. Et quand tu regardes sur les prop firms, tu as plusieurs étapes. Je suis en éval, je suis en ce qu'on appelle en PA, Personal Account ou Profit Account. Donc, je vais pouvoir traiter toujours en démo. Mais si je gagne un certain montant. Et à partir d'un certain gain, là, je passe en réel. Je signe chez un courtier. Et là, du coup, j'exécute mes ordres réellement. Il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui sont des gros payouts tout le temps, qui ne sont jamais en réel. Parce que pour le coup, tu as plein d'astuces pour passer et du coup pour brûler tes comptes. Donc, c'est pas du trading parce que tu passes des comptes à la poubelle. C'est une espèce de déviance. En fait, c'est un calcul. Il y a un Américain qui fait ça, qui est connu sur les réseaux sociaux, mais que j'aime beaucoup. Moi, je regarde beaucoup les Américains. Parce que les Américains, ils ont un peu un temps d'avance, mais ils ont aussi plein d'astuces et de trucs marrants. Et lui, il t'explique très clairement que c'est un calcul mathématique. Et il dit... Je vais dépenser $5,000. Et regardez, les $5,000 que j'ai dépensés, j'achète 80 comptes. Sur ces 80 comptes, il y en a 20 qui passent en éval, en PA. Sur ces 20 comptes, je vais en avoir que 5 sur lesquels je vais avoir un paiement. Mais le paiement que je vais avoir sur ces 5 comptes, je vais récupérer 10 000. Donc, j'investis 5 000 et je récupère 5 000 de bénéfices. Donc, pour lui, c'est un ROI, un retour sur investissement. Et il le prend comme une entreprise qui va acheter un stock de quelque chose, qui va vendre ce produit et qui fait un bénéfice dessus. Il ne le prend pas du tout comme du trading.
Parce que il met à aucun moment quand tu fais du trading sur un compte propre, tu brûles ton compte. Jamais tu fais ça. Jamais. C'est pas le même métier en fait. Et du coup, il y en a plein qui doivent un petit peu vouloir faire ça. Et donc, ça t'apprend plus à trader, quoi. C'est une autre manière de faire. Tu fais pas du C'est exactement ceux qu'on avait avant, les premiers dont on parlait, où il y avait 90% de pertes chez les courtiers, parce que les gens mettaient 500 balles chez le courtier en disant tiens, si jamais l'Eurostock il va là, ou l'euro-dollar, ou le gold fait ça, et ben je gagne, je fais x2. Et puis, si jamais ça redescend, je perds mes 500 balles. Je m'en fous. C'est du casino, quoi. Donc, c'est pas du trading. Okay. Mais pour ceux qui veulent faire du trading, moi, vraiment, le bon truc, c'est essayer ça d'abord, parce que c'est un bon enseignement, mais faut pas faire 10 comptes par mois. Faut se dire, tiens, surtout que les comptes, normalement, ils durent 1 mois. C'est-à-dire que tu as 1 mois pour valider ton truc. D'ailleurs, nous, on a lancé un espèce de petit challenge rigolo. Depuis le mois de mai, là, on est en juin, je donne 2 ou 3 trades par jour et les gens, ils passent. Ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on montre qu'on va prendre du temps pour valider cette propre firme. C'est-à-dire faire du trading avec une gestion des risques, des objectifs, des moments où le marché n'est pas volatile, on ne gagne pas grand-chose, des moments où le marché va contre nous et on prend des stops, et puis des moments où on gagne. Donc, on doit faire 53 sur un compte à 50 000, on est à 52. Voilà, donc on a déjà fait 2000, on a gagné $2000 en 1 mois. C'est déjà pas mal, tu vois. Mais les gens, ils veulent faire $2000 en 10 minutes. Ouais. Mais c'est pas ça. Et ça, c'est du gambling. Donc, je trouve qu'il y a un biais négatif assez important. Et c'est toujours aux gens, en fait, de s'auto-éduquer. C'est-à-dire que si je m'achète une Porsche, je peux très bien rouler à 200 à côté de l'école. Elle a cette capacité-là, la voiture. Oui. Même une Twingo, elle peut rendre à 130 à côté de l'école. Donc, c'est à moi qui ai entre les mains un danger ou quelque chose que je vais devoir maîtriser. Je vais rouler à 30 ou à 50, même si ma voiture, elle peut rouler à 100 ou à 150, parce qu'il y a un danger devant moi. Donc, si la propre firme me permet de faire plein de choses super rigolotes, et que à chaque fois je mets ma carte bleue, c'est de ma faute, en fait. Oui. C'est à moi de gérer mon compte comme si c'était mon propre compte. Et après, quand vous avez... je sais pas, moi, j'en ai qui ont fait 3 comptes propre firme, ça a bien fonctionné, ils ont ouvert un compte en réel. Et ça fonctionne bien avec leur compte en réel parce qu'ils veulent pas le mettre à la poubelle. Ils veulent le trader d'une certaine façon. Ils mettent des copieurs pour d'autres s'ils veulent des profs firmes en plus, mais ils font très attention à leurs gains, à leurs risques. Ils suivent leurs fichiers et c'est les mêmes qu'on retrouve. Ils suivent leurs fichiers, ils font leur préparation de journée, ils font leur débriefing et ils continuent à faire ça. Okay. Donc c'est un vrai métier. Voilà. Faut le garder. Super. Et alors maintenant, parmi tous les investisseurs que tu as rencontrés, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres? Est-ce que tu as une anecdote sur les gens qui ont fait, je sais pas, des gains énormes ou des trucs de fou, des histoires un peu. J'ai vu pas mal de choses. J'ai vu, comme je m'occupais des produits de bourse chez les courtiers, des gens qui par hasard mettaient, je sais pas, 5 ou 10 000 euros sur un Varan ou un Turbo la veille d'une OPA, alors qu'on avait regardé et qu'ils n'avaient jamais traité de ces produits-là avant. Donc ça, c'est l'AMF qui était venue nous voir et qui regardait, parce que c'est vrai qu'en mettant 10 000, il s'était retrouvé avec 150 000 le lendemain. Donc sur son compte, c'était plutôt joli, quoi. Tu vois, il était content. Mais bon, voilà, il s'est fait rattraper. On a vu des choses comme ça. Après, j'ai effectivement vu quelque chose d'assez hallucinant qui s'est passé dans le centre de formation où je travaillais avant, où le patron nous dit, il discutait avec un élève dans une salle de réunion. Pendant 2 minutes, il sort de la salle, un peu en tremblant, et il dit venez voir tous. Donc on rentre tous dans la salle de réunion. Et en fait, c'est une histoire que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, c'est même rentré dans Reuters, il y a plein les Échos, etc. Il y a plein de gens qui l'ont reprise. On est sur un marché centralisé. Ce marché centralisé, toutes les opérations qui sont réalisées, elles sont visibles par tout le monde au même endroit. Pour atterrir dans ce marché, on est obligé de passer par un courtier. Typiquement WH. D'ailleurs, j'avais vu, parce que sur le CME, quand on tape WH Self-Invest, on retrouve, vous êtes agrémenté CME. Oui. Donc voilà, on est obligé de passer par un courtier agrémenté. Ce courtier, son travail, c'est de vérifier que sur son client, il y a assez d'argent pour pouvoir effectuer l'opération. Comme ça, quand je vais sur un marché centralisé, si moi j'achète une marchandise, je suis sûr de l'avoir. Et quand je la vends, je suis sûr d'avoir l'argent. Parce que c'est le courtier qui prend cet engagement. C'est pas la personne finale. Et en fait, on avait un élève assez sympa, qui tournait plutôt bien, assez rigoureux et qui gagnait 600-800 euros par jour. C'est pas mal. Et en fait, il avait ouvert son compte un peu avant la fin de sa formation, 2 semaines avant, ou 2 ou 3 semaines, et il gagnait 600-800 euros par jour, ça se passait bien. Puis un jour, il perd 500 ou 700.
Et là, on va le voir, il dit, écoute, c'est fini, arrête-toi là aujourd'hui, tu reviens demain. Ouais, non, ça m'énerve, ça ne devrait pas se passer, etc. Et pendant sa formation, en fait, il nous avait montré, on ne sait pas pourquoi, que le courtier qui a fermé à l'époque, je crois que il s'appelait Valbury, il était à Londres, en fait, il n'y avait pas mis de limite. C'est-à-dire que quand il se mettait dans un carnet et qu'il rentrait 5000 ou 7000 ordres à un prix un peu en dessous, et ben en fait, on les voyait les 7000 ordres sur un carnet où il n'y avait que 20 ou 50 ou 100 ordres par ligne. Okay. Forcément, il arrivait, donc dès qu'il se mettait, le carnet bougeait dans tous les sens. Parce que du coup, il se mettait à l'achat, en achat demandé, le carnet montait tout de suite, parce que je dis, il y a un gros acheteur, les vendeurs s'en vont, les acheteurs se mettent devant. Et donc, en fait, il arrivait à faire bouger le marché comme ça. Mais il nous montrait juste qu'il ne savait pas pourquoi il apparaissait dans les carnets. Ce jour-là, donc, il prend sa perte, il rentre chez lui. C'était le matin sur sa perte ou midi, il rentre chez lui, il appuie sur la machine, forcément, parce que il s'en veut, il veut pas perdre, il n'est pas d'accord. Il veut se refaire. Et il veut se refaire. Et donc, il nous raconte ça, il est devant moi. Il me raconte cette histoire, il nous raconte ça à tous. Et il commence à envoyer des lots. Et sur l'Eurostoxx. Envoyer des lots, c'est-à-dire qu'il achète réellement sur le marché. Donc il commence à acheter, il achète. Il achète de plus en plus. Et il se retrouve, le marché était en train de descendre, donc il achète 10 lots, 20 lots, 50 lots, 100 lots, 200 lots. Et il se retrouve en perte. Et donc son compte, sur lequel il y avait 20 000 euros, se retrouve à zéro. Il a tout perdu, son investissement. Il dit, il n'est pas d'accord. Donc il continue. Et comme le courtier ne l'a pas arrêté... il ne prend pas d'appel de marge ou rien, il ne prend pas d'appel de marge, rien du tout. Personne ne gère son compte. Du coup, il se retrouve en négatif. Il se retrouve à moins 50 000, moins 100 000, à moins 500 000. Moins 500 000, propriétaire de sa maison, il a tout perdu. Il ne veut pas lâcher. Et il achète de plus en plus l'Eurostoxx. Et il se retrouve avec, si je ne dis pas de bêtises, dans les 30 000 lots. 30 000 lots Eurostoxx. Vous faites 30 000 à 10 euros le point, ça fait 300 000. D'accord ? 300 000 fois le prix de l'Eurostoxx, qui était à 4 500 à l'époque, ça fait 1 ou 2 milliards d'euros d'engagement sur le marché. Il a 1 ou 2 milliards d'engagement sur le marché, je ne sais pas s'il imagine. Il n'a pas d'algo, il fait tout au doigt. C'est-à-dire qu'il passe par paquet de 50 lots, de 100 lots, c'est quand tu fais 35 000 comme ça. Et en fait, il se retrouve avec moins 2 millions d'euros sur son compte. Et là, il nous dit, fallait que j'aille chercher ma fille à l'école. OK. Et donc, il laisse la position, il part de chez lui, il va chercher sa fille, il revient, il nous raconte ça tranquille. Hein. Il revient, un peu sourire et tout, il revient, et le marché n'a pas bougé, et il sort sa position. Donc, il se retrouve avec moins de millions sur son compte. Le courtier, rien. Nul n'a pas dit, il a toujours accès. Il se dit, mais je ne vais pas finir comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur le S&P 500. Il n'a pas lâché. Et il commence à acheter le S&P 500. Et il achète 43 ou 45 000 lots. Ça fait 3 ou 4 milliards d'engagement sur le marché. Parce qu'à chaque fois qu'il achète, aucun message du courtier. Et en fait, il peut acheter autant qu'il veut. Il n'a aucune limite. Je ne sais pas comment ça se programme. Tu me diras qu'avant, j'en avais parlé avec un garçon qui a une notoriété qui est très sympathique, qui nous expliquait que dans une grande banque française, les ordres étaient passés par un fichier Excel tout bête et qu'on les transmettait comme ça, et que de temps en temps, il y avait un problème de virgule, ce qu'on appelait un fat finger. Au lieu d'acheter pour 10 millions, ils achetaient pour 100 millions. Voilà, ça arrivait. Il disait, à l'époque, c'est assez compliqué. J'avais vu ça dans une interview. Et ça passait, et finalement, il rétablissait les trucs. Là, en fait, il n'avait pas de limite. Et donc, il achète tellement que le marché se retourne. Le marché qui était à la baisse se retourne et commence à monter. En sa faveur. En sa faveur. Okay. Mais donc, il a une action sur le marché. Parce que les algos, les opérateurs disent, mais qu'est-ce que c'est que cet acheteur ? Qui est-ce qui commence à acheter à un marché ? Le marché ne veut pas descendre. À chaque fois qu'il descend un peu, il y a quelqu'un qui l'achète, qui le fait monter. Et quand tu te retrouves avec tous ces engagements, parce qu'il le fait assez rapidement, il ne le fait pas sur 10 heures, hein. Il le fait en quelques minutes, quelques heures, il clique, quoi. Et il se retrouve à plus 13 millions. Il passe de moins 2 millions à plus 13 millions de dollars. Parce que là, on passe en dollars, puisqu'il est sur le marché américain. Ouais. Il déboucle sa position. Donc 43 000 lots, ça va prendre du temps. Donc il déboucle sa position. Et puis forcément, ça ne prend pas que du temps, ça prend aussi de l'argent. Oui. Parce que comme il vend, il faut qu'il y ait des acheteurs en face. Ouais. Donc sa plus-value descend un peu. Il clôture sa position. Il a à plus 11 millions de dollars.
Il a perdu 2 millions juste en clôturant ses positions. Exactement. Et il termine avec plus 11 millions de dollars. Et donc, il vient pas le lendemain à la salle, et il vient le surlendemain nous raconter son histoire. Tranquille. Donc nous, on se dit, mais il y a plein de problèmes qui se créent là. Il y a plein de problèmes parce que déjà, le courtier lui a donné des autorisations qui n'étaient pas normales. Il a manipulé un marché. Parce que du coup, les Américains, tu sais, si c'est Goldman qui manipule, entre guillemets, on verra comment ça se passe. Mais si c'est un particulier qui manipule le marché, ils ne sont pas d'accord. On avait vu dans la presse que manipulation de marché sur Eurex, donc l'Eurostoxx, et puis sur le SME, donc le S&P, était passée, l'amende était passée de 1 million à 5 millions de dollars. Et de 1 million à 5 millions d'euros. Entre-temps, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Enfin, je regarde dans la presse un petit peu où c'est en actualité. Parce qu'il a annoncé ça face à sa famille qui a commencé à dépenser un petit peu d'argent. Il commence à contacter le courtier. Il dit j'ai 11 millions de dollars, il faudrait que tu me les renverses. Donc renvoie-moi mon argent. Le courtier, il inspecte un peu. Alors le courtier, il se prend 400 000 euros de commission. Parce qu'avec tous ces allers-retours, il y a plutôt un beau client devant lui, tu vois. Ouais. Il prend ces 400 000 de commission et il se dit en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce que vous avez fait. Vous avez pris des engagements que vous n'avez pas le droit de prendre. Donc, on vous donne l'autorisation de faire des choses. C'est exactement l'exemple qu'on prenait tout à l'heure. Je peux aller à 200 km/h devant l'école. C'est moi qui maîtrise. Donc, il prend des engagements qu'il n'a pas le droit de faire. Le courtier n'a pas vu, donc il a une faute, le courtier, bien entendu. Ouais. Le client aussi a une faute. Donc, les deux sont en faute. Donc, le courtier lui dit quoi ? Allez, on fait 50-50. Donc, il propose un 50-50 à l'intervenant qui dit non, c'est pas 50-50, moi j'ai 11 millions de dollars, je les veux, quoi. Et donc, ils sont partis dans une espèce de jugement, de procès. Ok. Entre-temps, moi j'ai vu que ce courtier avait perdu sa licence, avait fermé ses portes. Donc, est-ce qu'ils ont relancé ou pas ? Aucune idée. On ne sait pas s'il a récupéré le moindre sou, quoi. Je sais pas où ça en est. Cette histoire, elle date, si je dis pas de bêtises, juste un petit peu avant le Covid. Donc tu vois, ça remonte un petit peu. Mais voilà, je pense que c'est la plus grosse histoire que j'ai jamais vue. Ouais. Et le gars est devant toi. 2 jours avant, il avait fait ça chez lui. Et il te raconte son histoire tranquille. Normal. Et je vais chercher ma fille. Je suis à moins 2 millions de dollars, 2 millions d'euros, et je vais chercher ma fille à l'école. Tranquille. Donc, c'est une histoire qui est un peu terrible, mais qui se finit presque, qui se finit pas trop mal. Elle se finit mieux que certaines histoires de gros traders dans de grandes banques. Parce que, petit rappel quand même important en tant que courtier, quand tu fais du trading sur du CFD ou sur du futur, techniquement, tu peux te retrouver en négatif. Oui. En CFD, tu n'es pas débiteur de ton courtier, alors qu'en futur, tu es débiteur. Ouais. Donc ton moins 2 millions, c'est à lui de les payer. Ce serait à lui de les payer. Ouais. Et là, l'histoire n'est plus la même. Ouais. Donc là, il a eu franchement un énorme coup de bol parce que ça aurait pu s'arrêter à moins 2 millions et le courtier lui aurait demandé l'argent. Là, c'est fini à plus 11, donc peut-être qu'il n'a rien récupéré, mais au moins, il n'a pas perdu 2 millions. Mais c'est quelque chose quand même à bien avoir en tête que et il aurait dû s'arrêter du vrai argent, quoi. Sur du compte propre, c'est vraiment de l'argent qui est mis sur les marchés et il y a des gens à payer. Voilà, donc... non, mais parfois, moi, j'avais vécu la même histoire où, pendant une crise au franc suisse où il y a des comptes qui sont retrouvés en négatif. C'était des vrais montants en négatif. C'est-à-dire que le courtier a dû payer les fournisseurs je me souviens de ces montants-là. Et c'est pour ça que le courtier était ça de faire faillite. Il était censé faire faillite parce qu'il y avait trop de montants à rembourser, des débits de clients qui étaient trop importants. Enfin bon, bref. Et que lui n'avait pas pu gérer, du coup. Parce qu'en fait, le crise du franc suisse, ça s'est passé en quelques secondes, à peine. Oui. C'est-à-dire qu'on avait perdu, si je dis pas de bêtises, 30% sur l'euro-dollar. Sur l'euro franc suisse, quoi, surtout. C'était 20% il y avait 1000 points sur le DAX qui était descendu d'un coup. Et il était à 11 000, il est passé de 11 000 à 10 000, ou un truc comme ça, ou 14 000 à 13 000. Donc les engagements des gens qui sautent dans tous les sens. Ouais, complètement. Et puis, faut pas oublier que l'informatique à l'époque, c'est pas l'informatique d'aujourd'hui. Non, c'est sûr, mais je pense que il se passerait la même chose à mon avis aujourd'hui, parce que si le marché fait moins 1000 points en gap. Ah oui, ça bien sûr. Ton stop, ton appel de marge, ton ordre, il s'exécute, il se ferme dès qu'il y a un nouveau prix. Exactement. Et là, si le prix il est à 1000 points en dessous, tu as perdu 1000 points fois ce qui te restait, donc parfois ça peut être du négatif. Donc là, on a eu des gros montants en négatif parce qu'il y avait des leviers à l'époque qui étaient importants. Aujourd'hui, quand tu as un levier 30, 20, c'est a priori ça arrive quasiment plus jamais qu'il y ait des comptes en négatif, mais ça n'empêche que techniquement, ça peut encore arriver. Peut se passer, donc, méfiance, quand on traite, c'est pas du virtuel.
Ouais. C'est du vrai argent. Bon, merci en tout cas, Nico, d'être venu. Merci à toi. Très content d'avoir vu, d'avoir parcouru un petit peu toute cette période de ta vie. Et puis, on va pouvoir continuer à te suivre sur Trading Institute, dans tes lives que tu fais tous les jours. Et puis, je vous conseille surtout d'aller suivre le live tous les mercredis à 15h25. Donc, live de trading sur le S&P 500. Nicolas donc, anime cette émission pour apprendre à trader en direct sur le carnet d'ordre. Émission qui est toujours très intéressante et assez suivie. À bientôt, Nicolas. Merci Raphaël pour ton invitation et puis à très très bientôt. Ouais.